Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de papier, le podcast qui se prend pour une librairie. L'intervenante qui a bien voulu se prêter au jeu de la conversation avec moi pour cette semaine et la suivante occupe une place singulière dans la typologie de mes invités. Elle est artiste et explore sous des formes hybrides dont le livre, la protection et la diversité du vivant sous toutes ses formes, ainsi que la transmission des savoirs, en particulier ceux liés à la crise climatique. Mais pour aujourd'hui, elle est surtout une grande lectrice et cliente fidèle de librairie, spécialement la librairie Libertalia à Montreuil, où nous nous sommes rencontrés et avons au fil du temps beaucoup échangé autour de ses lectures, et forcément un peu aussi des miennes. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et nous recevons aujourd'hui Christiane Geoffroy, artiste et autrice entre autres de Climatic Species. Bonjour Christiane. Bonjour Jérémy. Vous êtes prête? On s'attaque au carton? Ok. Eh bien, bienvenue dans cet entretien qu'on va faire ensemble autour de vos lectures. Et merci beaucoup de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté d'évoquer tout ça ensemble. Donc, on en a déjà, c'est des choses dont on a déjà parlé ensemble en librairie, évidemment, petit à petit, mais là, on va reprendre avec un fil conducteur un peu plus chronologique, un peu plus sérieux. Pour commencer, donc, c'est l'habitude dans ces entretiens, on commence avec la citation de mon invité précédent. Mon invité précédent, c'était Cyril Selmo, qui est bibliothécaire à La Penne-sur-Yvonne, et vous pouvez retrouver l'épisode précédent sur la page du podcast. Et il a proposé pour l'invité suivant, c'est-à-dire vous, de repartir à partir d'une citation d'Arlette Laguillet, qui dit « La lecture, c'est une bonne façon de s'enrichir sans voler quelqu'un ». Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous voulez bien nous dire quelques mots là-dessus? Je trouve que c'est une citation qui est en même temps très juste et en même temps qui ouvre toute la générosité de la lecture, parce que en fait la lecture une fois que l'auteur a généreusement offert ce qu'il avait à dire, on peut le prendre, nous, en tant que lecteurs, à nos rythmes, à nos périodes de vie, on peut le relire, on peut le lire où on veut, voilà, et que la lecture, je sais pas, pour moi ça peut accompagner toute une vie avec des richesses folles et des bonheurs et aussi tout un apprentissage de choses parfois théoriques, des fois des expériences. Et c'est, je sais pas, pour moi, quelque chose qui est extrêmement constructeur et jouissif. Ouais. Allez, on garde ça, donc on garde la générosité, la transmission. J'aime bien aussi cette idée de dire que le lecteur, il prend ce qui a été écrit, ce qui a été offert par l'auteur ou l'autrice, il le prend lui un peu quand il veut, il est libre de le prendre quand il veut et d'en faire un petit peu ce qu'il veut. Donc avant de parler de vos livres, qui ont des livres que vous avez lus, et des vôtres éventuellement, qui ont effectivement aussi déjà un lien avec là ce que vous indiquez sur la lecture. Est-ce que vous voulez nous présenter un petit peu votre parcours d'artiste, parce que c'est ça votre métier, avant d'être une lectrice et une cliente de librairie. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur vos travaux, et puis ensuite on enchaînera sur comment ils s'articulent avec les livres? Je suis artiste depuis, on va dire, à peu près moitié des années 80, 90. Donc, me suis beaucoup intéressée dès le départ à la reproduction, à la génétique, à l'éthique et aux manipulations des cellules reproductrices, tout en ayant en question fondamentale, est-ce que moi-même, en tant qu'artiste, je vais me reproduire? Et de l'autre côté, comment la société contemporaine cherche, envisage, modifie tout ce domaine. Alors ensuite, arrivé les années 2003-2006, il y a eu les premières grandes sécheresses. À cette époque-là, j'habitais un tout petit hameau en Bourgogne.
et ça a été très fort de vivre ces premières sécheresses. Et je me suis dit non, ce qui va être le point fort de notre société contemporaine ne sera pas les manipulations génétiques, même si ça reste très présent, mais ça sera les changements climatiques. Donc j'ai un peu, mais pas vraiment, mais tout le temps, un peu bougé mon travail pour être au plus près de ça. Et dans ma façon de travailler, il y a toujours des choses qui sont presque des questionnements personnels, mais que je trouve qui sont donc qui évoluent au fur et à mesure que j'avance dans la vie. Et aussi des questionnements liés à la recherche scientifique contemporaine, que ça soit en génétique, enfin ce qu'on appelle en sciences dures, ou en sciences plus humaines comme l'anthropologie, etc. Ouais. Voilà. Et ensuite, au niveau des médiums, j'aime bien jouer avec différentes choses pour pas. J'ai toujours peur d'être pro de quelque chose, et donc du coup j'aime bien varier. Et il y a des sujets aussi qui sont plus simples à traiter en film, d'autres en peinture, d'autres, enfin voilà. Donc du coup je suis un peu au niveau des médiums, je suis spécialisée en rien, mais je connais un peu tout et j'aime bien jouer avec. Ouais, et pour vous laisser la possibilité d'être sur ce qui vous semble sur un projet précis ou une idée précise le plus pertinent, c'est-à-dire pas être enfermé dans une forme, mais à chaque fois considérer comment traiter tel ou tel point, et sachant que on en parlera un petit peu plus tard. Par exemple, vous avez sorti un livre qui est le livre adossé à un film, qui est un espèce de livre à la fois une espèce de carnet de recherche qui accompagne le livre, mais aussi avec des réflexions personnelles de l'état d'esprit du moment, etc. Et vous essayez d'hybrider un petit peu tout ça. On y viendra ça donc dans la deuxième partie. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment, par quelle lecture, grâce à quelle lecture, avec quelle lecture vous en êtes arrivé là, et comment tout ça dialogue. Alors on y va pour la première question toute simple et qui est toujours celle avec laquelle on va commencer ces entretiens. Votre premier souvenir de lecture autonome, de lectrice, où vous décidez par vous-même d'attaquer ce livre-là, même si c'est toujours un peu une reconstruction, mais ce serait lequel du coup, et quelle lecture ça amène ensuite pour vous? Alors, vous me faites rentrer là dans les souvenirs, et on sait que les souvenirs sont très mouvants, etc. Mais les premières choses fortes que je me rappelle, donc naturellement, c'est des histoires aussi de génération. Hein. J'approche les 70 ans, donc c'est des livres qui étaient présents dans cette génération-là, qui sont des livres de Frison Roche, avec une trilogie, Premier de Cordée, La Grande Crevasse et Retour à la montagne. Et donc, pour moi qui suis savoyarde et qui avait des grands-parents paysans et qui étaient entourés de montagnes. Donc, ça avait quelque chose de, en même temps, de dépassement de soi-même, en même temps d'aventure, et comme un espèce de... Alors, naturellement, à cette époque-là, je l'analysais certainement pas tout à fait de la même façon, mais c'est une époque où les paysans commencent à en baver, je dirais, à être moins fiers de ce qu'ils font, parce que les usines arrivent, parce que on passe ce stade de l'après-Seconde Guerre mondiale, où ils étaient les nourriciers, ils étaient voilà, et tous ces petits domaines en Savoie, qui étaient c'est pas de la grosse industrie, ça peut être parce que les prés, tout est en pente, etc. Commence à souffrir un peu de ça. Et dans ce premier de Cordée, Grande Crevasse, Retour à la montagne, il y a des histoires aussi, des guides
Oui. et en même temps de relations avec leurs clients qui arrivent avec de l'argent et qui n'écoutent pas forcément les lois de la montagne qui sont transmises par les guides et du coup les mettent en danger. Oui. Enfin, voilà. Donc, naturellement, tout ça est un peu reconstruit avec la maturité que j'ai maintenant, mais c'est ce qui m'intéressait dans ce genre de lecture. C'est à la fois une approche concrète, c'est-à-dire que ça parle de choses que vous connaissez, qui correspondent à votre réalité, et puis en le regardant un petit peu en arrière, il y a aussi une théorie que vous aviez peut-être sentie ou pressentie en le lisant à l'époque, qui maintenant vous parle. Et, euh, et vous les aviez trouvés comment ces livres? C'est-à-dire, vous étiez quelle lectrice à l'époque? C'est des livres familiaux, c'est des livres que vous avez vus comme ça, c'est de la bibliothèque. Ça se passe comment votre entrée Alors, dans la lecture? je peux pas vous le dire. Je me souviens pas, en fait. D'accord, Je ok, sais que dans ma famille, il n'y avait pas particulièrement de bibliothèque, hein. ok, Donc, je n'ai pas de souvenir d'aller régulièrement dans des bibliothèques ou d'être abonnée à des bibliothèques par mes parents. uh-huh, Alors, est-ce que c'est des cadeaux parce que mon père n'aimait pas les fêtes foraines. d'accord. Donc, à chaque fête foraine qu'il y avait dans notre ville, on avait un livre, hein. Alors, Ah, est-ce que c'est à cette occasion-là que j'ai eu, je sais pas, ces livres, ou bien est-ce que c'est des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux à Noël, ou bien avec mon peu d'argent de poche, je sais pas, je sais plus ça. ouais, bon, d'accord. Donc ça Voilà. se fait. D'accord, mais il y a pas de souci. Du coup, je vois dans la liste ensuite Paul-Émile Victor. Paul-Émile Victor, si je ne me trompe pas, on pourrait le qualifier d'aventurier ou d'explorateur, quelque chose comme ça. Mais du coup, là, dans des territoires plus Oui, lointains. alors Paul-Émile Victor, d'abord, je suis ado, il a quand même enfin, une gueule magnifique, quoi. Enfin, c'est Mhm. un personnage qui est à la fois éthologue, aventurier, explorateur. Il vit là-bas avec les Inuits pendant plusieurs mois et il raconte des choses, mais j'ai pas de titre précis. Ouais, C'est plus un monde de sensations, en fait. Je crois que j'étais une enfant un peu solitaire, etc. Et donc j'ai beaucoup incarné les personnages comme ça, d'être un peu lui quelque part, tout en restant là, quoi. ouais. Et ça c'est très présent dans mes lectures et ça se retrouve un peu tout au euh, tout au long de ma vie, quoi. Ouais. Et Paul-Émile Victor est important parce que, bon, on le verra un peu plus tard, à un moment, je suis partie dans des terres extrêmes, enfin voilà, et du coup, j'ai eu envie de relire certaines choses qu'il avait écrites, mais vues différemment, dont particulièrement tout ce jeu des ficelles où il passe des jours et avec une femme, je crois que c'est Inuit, mais je me souviens plus très bien, qui avec les doigts lui refait les figures, hein, et lui il dessine geste après geste, etc. Et avec ces histoires de ficelles, ils arrivent en anthropologie à retracer les liens que les petites communautés avaient entre elles et quand elles se réunissaient, parce qu'il y avait des histoires de ficelles qui passaient de l'une à l'autre. Ok, et ça, ça c'est fascinant. C'est lui qui en parle. C'est le premier ou un des premiers qui le documente, qui le raconte. Alors, si c'est le premier, je ne sais pas. C'est des choses aussi qu'on retrouve chez les aborigènes australiens, cette histoire
de ficelle. Ok. Bon, et en plus, voilà, la femme qui fait toute cette gestuelle a un nom, je crois que c'est Dounia ou Dounia, etc. Et qui a été un peu aussi sa maîtresse le temps de sa mission là-bas. Et il raconte plein de choses, comme il a vécu une grande disette, enfin et donc il mangeait des boules de papier trempées dans de l'eau, et ils ont même mangé un mort, hein, parce qu'ils avaient vraiment plus rien de, voilà. Et la première chose qu'ils ont mangé, alors en Inuit il y a un nom spécial, mais c'est l'anus, pour pas que l'âme du mort rentre, enfin bon, bref, voilà. D'accord. Et ça, tout ça, c'est des histoires que je ne sais pas, mais voilà, ça me nourrit, ça me pose plein de questions, et c'est quelque chose avec lesquels j'aime bien vivre au quotidien. Oui, parce que ça, au moment où vous le lisez, les premières fois, évidemment que vous ne savez pas que l'avenir, que réserve l'avenir, mais c'est des questions qui sont au cœur de votre travail et de vos centres d'intérêt. Donc il y a une vraie, là pour le coup, il y a il y a un vrai fil qu'on pourrait tirer d'une lecture à l'autre et d'une époque à C'est l'autre. pour ça que j'ai dit que les souvenirs, ils sont maniables un peu comme on veut, quoi. C'est-à-dire que je pense que dans ma vie quotidienne, quand j'avais 10 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, toutes ces choses-là, elles n'étaient pas du tout calées comme ça. Oui. Enfin, je sais pas, voilà. Mais en revisitant, c'est ce qui me plaît, mais en plus, c'est ce dont je me souviens, quoi. Oui. Si ça se trouve, si on pousse jusqu'au bout, si ça se trouve, il y a d'autres livres. Il y a forcément d'autres livres très différents que vous avez peut-être lus et adorés à l'époque, mais que la mémoire et la reconstruction perpétuelle font que ça passe un peu à la trappe, et que forcément ceux qui sont les plus emblématiques par rapport à votre parcours actuel ressortent. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, de voir comment tout ça se sédimente petit à petit et comment on réagence perpétuellement nos souvenirs et nos lectures. Oui, et puis je sais pas, c'est aussi se poser la question d'où on vient, où on va, quand on navigue comme ça un peu dans sa vie, de à quoi on sert, enfin voilà, les questions un peu existentielles. Euh, pour moi, c'est des jalons qui m'aident à avancer. Oui. Voilà. Oui, ça fait des fondations qui permettent effectivement d'avancer, de trouver, si ce n'est des réponses, mais d'avancer sur les questions qu'on se pose en tout cas. Alors, je rajoute juste, dans cette même époque, je suis abonnée aussi à une revue qui s'appelle Nos Amis les Bêtes, hein, que je reçois une fois par mois. Et ça, c'est aussi important parce que c'est pas un livre, mais c'est une connaissance régulière de la vie des animaux. Uh-huh. Ensuite, vous couperez ou vous couperez pas, mais il y a une autre chose qui est que je suis une grande fan des catalogues de la Redoute et des Trois Suisses, qui sont extrêmement importants chez les paysans à cette époque-là. C'est la vente par correspondance. Mm-hmm. Et je passe des heures avec ces catalogues à les découper, à choisir plusieurs modèles qui peuvent reconstituer une famille, et à découper des habits différents, leur trouver des objets, leur construire des maisons, et je range tout ça dans des boîtes à chaussures. Et donc toutes ces scénettes que je crée, que je remballe, que je redéballe, etc. Et aussi une pratique que j'aurai un peu plus tard avec les films, etc., qui sont du découpage, du collage, de la voilà. Et c'est marrant parce que avec le confinement et tous ces trucs avec Amazon, etc., je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mais cette vente par correspondance dans la campagne, la grande campagne, enfin voilà, quand vous étiez à plusieurs kilomètres d'une grande ville, c'était extrêmement important et présent.
Oui, Mais après, c'est un lien qui comptait beaucoup. Et dans ce que vous racontez là aussi, une ouverture, on va dire avec de très gros guillemets, une ouverture vers l'extérieur. Et dans votre cas précis, en plus, un début de commencement de pratique artistique, de monter, démonter, isoler, réagencer, tout un tas d'infos. C'est ça? et c'est une façon je sais pas, pour moi, c'est aussi du montage, c'est une façon Ouais. de créer du récit, quoi. Ouais, je comprends bien, mais c'est super intéressant. C'est vraiment super intéressant. Euh, on va avancer un tout petit peu dans la chronologie. On va rester entre autres, dans le Grand Nord. On va parler un petit peu de Jack London. On va partir avec Sandrar et l'approche du Transsibérien. Je voudrais juste vous demander de dire un petit mot sur les gens de Mogador, parce que ça me semble assez différent de ce dont on parle jusqu'à maintenant. Et je veux bien qu'on en dise deux, trois mots, et puis après, on repasse aux auteurs voyageurs. Ok. Alors, les gens de Mogador, en fait, je passe mes grandes vacances chez mes grands-parents et c'est très important pour moi dans ma vie parce qu'ils ont été aussi des paysans résistants en décrétant que si il valait mieux aider les gens qui n'avaient pas d'argent parce que ceux qui avaient de l'argent, ils pouvaient fonctionner avec les bons alimentaires. Mhm. Enfin, non, ils pouvaient acheter de la nourriture et que eux, en tant que paysans, la nourriture, ils pouvaient la partager. Oui. Et cette grand-mère était plutôt cultivée, on va dire, pour des gens de la campagne, même assez cultivée, protestante, un peu bonbon, avec un caractère très trempé. Et elle avait dans sa bibliothèque les gens de Mogador. Et c'est une saga familiale. Et ça, pour moi, c'est comment dire, quelque chose que j'aime assez, que je retrouve, alors là, qui n'a rien à voir avec la lecture, mais j'aime beaucoup les séries où vous prenez d'affection, de je sais pas quoi pour un ou des personnages et vous êtes un peu accro pendant plusieurs soirs parce que vous allez les suivre, etc. Et les gens de Mogador, il y a le premier tome que j'ai toujours, que je relisais tous les étés, c'était le premier livre que je relisais en arrivant, qui est une histoire d'amour impossible, c'est un peu un Roméo et Juliette, mais D'accord. qui finit bien Ah, bien ça. entre une famille, enfin une jeune fille issue d'une famille monarchiste hein, et un jeune homme issu, lui, d'une famille bonapartiste. Et c'est une histoire d'amour entre les deux qui se finit bien. Enfin, ils passent leur vie ensemble. Et du coup, ils ont des enfants. Et la saga, c'est ça. C'est le tome, ça sera la génération suivante, etc., etc. Et donc, ça va jusqu'à... ça part du Second Empire et ça va jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et dans toutes ces, comment dire, ce fil des tomes, on voit aussi en sous, enfin, presque en décor ou en voilà, les modifications en cours du travail de paysan, d'être propriétaire de terre, de vivre avec des animaux, de faire de la culture, enfin, etc., etc. Et j'aimais beaucoup ça. Je vois bien effectivement le plaisir de la saga, de ces grandes histoires dans lesquelles on rentre et puis on s'installe, y compris le plaisir des fois de les relire. Et puis s'il y a un fond historique intéressant qui raconte quelque chose des évolutions de la société, c'est toujours ça de prix. Euh, donc toujours dans l'exploration, toujours dans le froid, on va garder ce petit fil conducteur là pour quelques minutes encore. Euh, Vous m'avez indiqué Jack London et principalement ses titres dans la partie Grand Nord, c'est-à-dire Cro-Blanc et l'Appel de la forêt. Puis après d'autres textes classiques, Steinbeck, Sandrar, Kafka. Est-ce que là pareil, est-ce que vous pouvez nous en dire deux trois mots sur aussi si vous vous rappelez comment vous les découvrez, comment vous passez de l'un à l'autre, et puis quelle porte ça ouvre pour vous dans votre imaginaire? Alors,
Jack London, là, je passe sur des choses qui deviennent entre l'aventure et un peu plus la littérature. Ouais. Ce qui reste important pour moi, c'est cette relation aux grands espaces, cette relation à l'animal, à l'exigence des conditions climatiques, hein, et aussi très certainement à la quête. Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on n'est pas d'ici dans de tels espaces? Et est-ce qu'on trouve ce qu'on vient chercher? Et je pense enfin, comment dire, en sous-texte, hein, c'est peut-être un peu ce que je cherchais, compter que naturellement il y a beaucoup de liens avec les animaux et voilà. Donc ça reste aussi une constance. Ensuite, alors il y a les livres de... Ah oui, puis il faut dire que j'ai une façon un peu compulsive de lire, c'est-à-dire que quand je trouve un auteur, généralement, bing, 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 Ouais. J'enchaîne, quoi. Voilà. Alors après, je pense qu'il y a dû avoir un épisode Steinbeck, plus donc naturellement, si on travaille autour des animaux, je dirais c'est presque obligatoire d'être sur l'égalité, d'être contre l'injustice, etc., etc. Donc pour moi, Steinbeck représente toutes ces questionnements. Ouais. Et oui, puis, si on pense au raisin de la colère, par exemple, où il y a aussi, il y a plein de, effectivement, c'est au nœud de tout un tas de ces interrogations-là, quoi. oui, c'est vraiment, voilà. Mais comment dire, je les lis, mais viscéralement, il y a moins d'histoires d'animaux. Je suis moins liée. C'est mon monde sans être. Il manque toujours un peu un ingrédient. D'accord. Voilà, que je retrouve plus avec Jack London ou des choses comme ça. Alors ensuite, là, on arrive quand même un peu plus tard, hein. Je pense que ça doit être vers les 18-20 ans. Là, il y a une période Sandra. Alors là, ce qui me séduit naturellement, c'est son côté bourlingueur, c'est son côté journaliste, c'est tout ça. Mais c'est la beauté de son écriture. Quand on lit une page comme ça, il y a, vous savez, cette petite voix intérieure qui résonne avec les mots. Et là, enfin, c'est comme si c'était le premier avec qui cette voix intérieure se mettait en mouvement. Et je suis aussi fascinée par la beauté du langage. Il emploie des mots qu'il y en a plein je connaissais pas et que certainement je connais toujours pas. Mais dans le rythme de la phrase, on n'a pas envie d'aller chercher tout le temps dans le dictionnaire. C'est comme une musique, c'est comme voilà. Et c'est le premier qui a où vraiment au niveau littéraire, j'ai accroché au-delà de ce qu'il peut transmettre avec son texte. Et après, il y a des histoires parfois qui racontent, alors je ne sais pas si c'est dans La main coupée, si c'est... donc voilà, des histoires du front avec un hérisson qui vit avec eux, et puis il y a une suspicion qui est menée parce que l'écart de vin, le niveau baisse et ils savent pas, voilà. Et à un moment, ils s'aperçoivent que le hérisson ne voit plus les tranchées, c'est-à-dire il n'a plus la notion du vide et du voilà, et il meurt du fait de la hauteur, etc. Ils lui font une autopsie et ils s'aperçoivent qu'il était alcoolique, quoi. Ouais, Voilà. le vin qui disparaissait, c'était lui. C'était lui. Alors, tout ça, moi, c'est des choses que
je sais pas, je vois le hérisson, je le vois tomber, je le vois aller voir les quarts de vin, euh, et voilà, c'est des choses qui me restent et qui font partie de. Et en plus, je fais pas mal de. Enfin, je trouve qu'il y a des choses, par exemple, dans les frères Rollin. Je sais plus comment il s'appelle, Olivier et Oui, Jean, je crois, Jean, les ouais, c'est ça, deux. oui, c'est ça. Ouais, voilà. Quand ils écrivent enfin, il y en a un des deux, je crois que c'est Olivier qui fait des liens plus avec la Russie, le transsibérien, etc., etc. Ouais. Il y a une même saveur d'aimer les mots, en même temps d'aimer les grands espaces. Et, et, et il y a des choses aussi un peu historiques et voilà. Enfin, c'est des récits que j'aime en littérature. Il me semble que Olivier Rollin, ce qu'il a écrit sur le transsibérien, ça s'inscrivait dans une initiative il y a peut-être une quinzaine d'années à laquelle avaient participé d'autres romanciers, romancières, où ils avaient refait, il me semble, le voyage et où chacun d'entre eux après avait produit un livre qui mettait bien en avant cette mythologie du transsibérien et puis qui, je trouve, a aussi quelque chose de très intéressant sur l'écriture et sur comment chacun d'entre eux s'était inspiré de ce matériau-là. C'était une chouette initiative. Ouais, je pense que c'est le ministère de la Culture qui avait eu cette belle idée de les rassembler dans ce train. Alors, j'ai lu le texte d'Olivier Rollin et je crois bien que c'est de Marie-Lise de Kerangal que j'ai lu un autre texte qui, elle, avait un angle totalement différent et qui travaillait, enfin, qui a écrit sur des conscrits qui montaient dans le train et qui savaient pas vraiment où ils allaient. Enfin, bon, bref, un truc un peu à la russe quand même, dans le côté on m'a appelé, je suis un peu sous les enfin, le statut d'État, quoi, le poids de l'État, Ouais. et c'était assez bien écrit. Après, l'autre chose que je trouvais intéressante, c'était de mettre ensemble autant de personnalités à fort égaux dans le même, peut-être dans les mêmes compartiments, dans les mêmes lieux, comme ça, sur un temps long. Et je trouve que ça aurait été intéressant qu'il y ait quelqu'un qui soit juste envoyé pour écrire ou pour regarder ou pour toutes ces toutes ces attitudes différentes et ces façons d'écrire et d'être au monde, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai, ouais, un petit reportage sur cette espèce de colonie de vacances pour écrivains et écrivaines et de voir comment ils ont fonctionné entre eux. Je crois aussi que Mathias Sénard avait participé, il avait fait un texte qui s'appelait L'alcool et la nostalgie. Et je crois que c'est genre en fait la seule réponse en finale, c'est une citation il me semble, mais que la seule réponse au deuil de toute façon c'est l'alcool et la nostalgie. Et il tirait un fil aussi à partir de ça. Je crois qu'il y avait aussi une histoire d'amour. Et c'était un beau texte. Après, Mathias Sénard, des grands textes romanesques avec des formes un peu originales. Il y avait Zone aussi qui était, je pense, aussi un peu inspiré du transsibérien, dans le sens espèce de très grand récit avec très peu de ponctuation où on emporte le lecteur dans un flow presque mécanique. Mais c'était une belle initiative. Ouais. Je sais pas exactement s'ils ont tous été édités, mais en tout cas là, on a pu comme ça en citer trois facilement qui sont recommandables. Je les mettrai dans la description sur l'épisode. On va rester à l'est, oui, avec un autre. Ouais, j'ai toujours du mal avec l'est et l'ouest. Avec un autre grand classique que on sera pas surpris de retrouver dans la liste que vous nous avez indiquée. Est-ce que vous pouvez nous dire deux trois mots sur la Métamorphose de Kafka? Alors, je trouve que c'est un livre, je sais pas, extrêmement puissant, assez génial quand même dans cette idée de se transformer
en insectes et tous les revirements de relations que ça pose, que ça et en même temps cette histoire de métamorphose. Combien de fois est-ce qu'on y pense dans sa vie quand, par exemple, on vit un deuil important? Est-ce que combien de temps après, par exemple, ce deuil, on se dit mais je vais me retrouver quand? Et en fait, on se retrouve sans se retrouver. On s'est métamorphosé un peu. C'est un peu aussi quand on est une femme et qu'on est enceinte et qu'on accouche, et etc. C'est pareil avec son corps, c'est pareil avec sa tête. On se dit, mais quand c'est que je vais... à un moment, on a toujours un désir de revenir comme avant. Et en même temps, c'est un texte qui, pour moi, aide à se dire faut avancer avec, quoi. Enfin, voilà. Et cette métamorphose, c'est aussi un symbole du temps qui passe, quoi. Oui. Voilà. Et après, je sais pas, c'est la puissance des écrivains russes d'être aussi comment dire, d'arriver à construire sur quelque chose qui, à l'origine, est presque de l'absurde, aussi finement. Si on prend par exemple Gogol avec les âmes quoi. Bon ben voilà, j'ai perdu le titre, hein, qui parcourt la campagne. Son personnage parcourt la campagne pour acheter des âmes mortes dans les villages. On s'est dit, mais quelle idée de ouf, quoi. Et tout ça avec moult détails, avec et ce que j'aime aussi dans la littérature russe, c'est qu'ils font tellement comprendre comment cet esprit de surveillance nous rentre dans la tête et nous ficelle sans presque qu'on s'en rende compte. Et je trouve que ça aide ça aide à penser, quoi. Des livres qui aident à penser, c'est une bonne façon de clore cette première partie de l'entretien. Merci pour cette première partie d'entretien. Merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour aborder. On aura un programme riche la semaine prochaine. Je l'ai sous les yeux. Il va falloir prendre des notes pour aborder les lectures un peu plus professionnelles. On va parler des lectures qui vous ont inspiré artistiquement. Et puis après, on va attaquer ce qui sera aussi un gros morceau, toute la partie liée au changement climatique et à l'écologie. C'était le 3e épisode de Constellation de papier avec Christiane Geoffroy. Un épisode enregistré à distance entre Marseille et Montreuil le 9 février 2023 et mixé entre le 17 et le 20 février, soit 110 ans après la rédaction par Blaise Cendrars de La prose du Transsibérien et de La petite Jeanne de France, édité quelques mois plus tard, accompagné, et nous restons là dans les formes hybrides, des sublimes illustrations de Sonia Delaunay. Vous pourrez retrouver les livres dont nous avons parlé, ainsi que ceux dont nous aurions dû parler, sur la page du 2e épisode qui sera diffusé, comme vous le savez, dans une semaine. À bientôt!